Pour décomposer, le terme de gouvernementalité, il a été conceptualisé par Michel Foucault et il signifiait alors la nouvelle forme de rationalité par laquelle l'État et ses institutions cherchaient à gouverner une population via une politique d'hygiénisation et la normalisation des comportements à travers ce que Foucault qualifia de biopolitique. Du coup, quand on parle aujourd'hui de gouvernementalité algorithmique, ça revient à dire que la rationalité par laquelle on gouverne une population est désormais produite par des algorithmes et des êtres computationnels. En somme, c'est moins l'État et ses institutions, ce serait véritablement un technopouvoir qui gouvernerait les hommes. Si par technopouvoir, nous entendons, à la suite du philosophe Éric Sadin, un technocapitalisme, soit un capitalisme qui exploite autant que possible les potentialités aisément exploitables et qui sont offertes par les technologies du numérique. Donc l'automatisation croissante des emplois et la gouvernementalité algorithmique qui l'accompagne traduisent la mutation du capitalisme industriel traditionnel en un capitalisme cognitif capable de capitaliser sur l'ensemble des domaines de notre existence et conduisant à ce capitalisme 24/7 dont parle le critique d'art américain Jonathan Crary. Cette transformation donc, du capitalisme, qui est directement liée aux mutations des conditions de production, Marx l'avait déjà envisagé dans ses manuscrits lorsqu'il prévoyait que le travail n'allait plus être la source première d'accumulation du capital, mais qu'il se verrait relayé à une étape de ce processus par le développement technoscientifique des sociétés modernes. Et en effet, les outils technologiques allaient permettre de faire du travailleur un simple manutentionnaire des machines qui, dès lors, produiraient les richesses. Cela signifie que désormais, le capitalisme est voué à s'étendre au-delà de la seule sphère de l'usine, de l'entreprise, du travail en somme, pour capitaliser sur les moindres manifestations de la vie, faisant émerger ainsi une économie qui serait adossée au flux ininterrompu de la vie et du monde, une véritable industrie de la vie, notamment à partir de l'exploitation aujourd'hui de ces fameuses big data, ces informations que l'on donne, ces traces que l'on laisse notamment sur Internet, souvent inconsciemment d'ailleurs, et qui sont utilisées pour leur haute valeur commerciale. Et c'est précisément donc cette adaptation du capitalisme industriel pour sa survie qui fait émerger l'économie de la connaissance aujourd'hui, et plus précisément celle des comportements et du capitalisme 24/7, qui nous sollicite jour et nuit à produire et à consommer depuis notre connexion permanente aux outils numériques, des outils qui sont implantés jusque dans notre intimité la plus privée et qui finissent par créer des hommes connectés à un système marchand, des hommes qui sont finalement devenus en eux-mêmes les meilleurs supports de capitalisation. La question qu'il nous faut poser à présent est la suivante. Comment retrouver la notion de travail qui nous permettrait d'envisager une sortie du capitalisme cognitif et l'avènement d'une société plus humaine ? L'outil technologique, et la technologie dans son ensemble, est un pharmakon. C'est un terme issu du grec ancien qui désigne à la fois le poison et le remède. Ainsi, devons-nous comprendre la technique comme produisant tout à la fois des objets techniques qui empoisonnent nos modes d'être et d'autres objets qui sont autant de remèdes à cet empoisonnement. Et si la technique a ouvert l'ère de l'Anthropocène, marquée par une automatisation totalisante, elle peut également permettre une sortie comme remède au poison qu'elle a sécrété. Et une transition est en effet possible. Et celle-ci passe par le rêve d'une désautomatisation. Non pas, entendons-nous bien, supprimer la technologie, mais l'orienter vers un autre projet social et politique qui réhabiliterait notamment le travail et l'humain. Et ça passerait par deux phases principales, qui, pour le philosophe Bernard Stiegler, permettraient de rompre ce lien qu'il y a aujourd'hui entre les logiques capitalistes et le développement numérique de la société. La première phase, il s'agirait de songer, au sens de rêver véritablement, durant le temps libéré par l'automatisation des tâches et des métiers, songer, rêver à investir ce temps
dans de nouvelles capacités de désautomatisation. Ce qui nous conduit à la deuxième phase, bâtir à partir de cette désautomatisation un savoir capable de renverser à terme la gouvernementalité algorithmique et réaffirmer l'humain dans toutes ses dimensions. Le problème, on le voit, il réside dans la difficile mise en place de la première phase, rêver, qui est fortement étranglée par le capitalisme 24/7, qui tend à empêcher chacun de rêver et donc de penser la désautomatisation en raison des images incessantes, de l'accélération du temps, de la manipulation de notre imagination et de nos désirs qu'opèrent ces technologies numériques soumises aux logiques du capitalisme cognitif. Ainsi, rester humain au sein des sociétés automatiques passerait par notre résistance à conserver notre faculté de rêver et donc de penser autrement, jusqu'à produire un autre savoir que celui dans lequel nous réduit le capitalisme 24/7. Réapprendre à utiliser le temps libéré par l'automatisation de nos sociétés afin de penser et de rêver à une société plus humaine et plus fraternelle, voilà, à mon sens, l'un des enjeux majeurs auxquels nous sommes invités si nous ressentons aujourd'hui une réduction considérable de notre existence et de notre liberté humaine, non pas seulement à travers des emplois de moins en moins humains, mais également à travers nos rapports avec les autres et avec l'ensemble des composantes sociales. Peut-être bien alors que disparaîtrait cette étrangeté moderne que dénote le philosophe Jean-Michel Beignet et qui réside dans le fait que certains n'hésitent pas à soutenir le paradoxe consistant à associer le bien-vivre futur à la disparition des hommes tels qu'ils sont.